Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules. On a écouté M. Sow, hein. D'abord, par rapport à la grève de l'USTG, je trouve qu'il s'en mêle un tout petit peu le pinceau. On ne comprend absolument rien. L'appel qui a été lancé aurait dû, dans les conditions normales, si j'ai bien compris, entrer en vigueur depuis hier. C'est pourquoi certains journalistes, en tout cas au sein de notre rédaction, pensaient que l'accalmie sur certains axes de l'autoroute était due au fait que des commerçants avaient adhéré donc à l'appel lancé par cette branche de l'USTG. Mais je me rends bien compte qu'il n'en est absolument rien. Une grève de solidarité pour les enseignants du SLEG lancé, mais tu sens qu'il n'y a pas assez de préparation au niveau de l'USTG et ça se concrétise par le fait que lui-même, celui qui a lancé cet appel, se trouve actuellement au bureau et il est en train de travailler calmement et il se dit qu'il y a une réunion qui est prévue. Sur la question de 2007, des événements de 2007, c'était un soulèvement populaire, mais ce soulèvement était tenu d'une main de fer par les syndicalistes, notamment Feu Ibrahima Fofana. Cette date, je pense que nous venons de la rappeler à M. Sow, à Blaise Sow. Il est au bureau. Il était au bureau, il n'était pas. Je pense pas qu'il avait vraiment noté quoi que ce soit par rapport à la commémoration de cette date. Pourtant, des Guinéens sont tombés, mais aussi des syndicalistes de sa corporation sont également tombés. Et Adjarabia Toussera Diallo est encore vivante. Même du côté de ces structures-là, vous verrez bien, à moins qu'on nous écoute et qu'après on veuille réagir, mais il n'y a rien de plus. Mais au Conseil économique, elle aussi, tout va bien. Est-ce que finalement, Mara, on peut dire que ces syndicats de l'USDG sont en train de remuer un cocotier sans fruits? Bon, moi-même, je crois que cette grève n'était pas nécessaire. Les grandes gueules. J'aurais tenté d'autres initiatives. Parce que il faut noter que c'est le fruit d'une décision de justice. Leurs camarades sont en détention parce qu'ils ont été jugés. Et faire une grève parce que la justice a donné un verdict qui ne nous plaît pas, je crois que la justice ils sont en détention provisoire même. Donc c'est encore plus grave. Ils auraient pu faire. Est-ce que c'est une façon d'influencer la justice selon toi? On pourrait bien le croire. On pourrait bien le croire. Je crois que c'est l'intention d'influencer la justice. Au fait, la grève est devenue quelque chose de menace, un moyen de pression pour les syndicalistes, même si c'est un fait qui ne nécessite pas d'aller en grève forcément. On dit, bon, nous allons partir en grève. Comment vous pouvez dire aux banquiers, allez-y en grève parce que les enseignants sont en grève? Ou bien parce qu'on a arrêté un enseignant? Je crois que ça, je ne vois pas trop de logique. Même si c'est un ensemble, il y a quand même que c'est le SLEG qui a appelé à la grève. Ça, ce qu'on est en train d'observer. Maintenant, si l'USTG a un appui, a un soutien à donner, c'est autre chose que d'appeler les autres à partir en grève. Il ne faut pas non plus négliger le film de l'arrestation. Ça porte à croire qu'il y a une force qui s'abat sur tous les syndicalistes qui sont réfractaires ou qui sont à un moment donné, qui décident de faire parler leur cran, Antoine. Ce qu'il faut admettre, c'est que l'arrestation de ces syndicalistes tels que décrits par les acteurs ne s'est pas faite dans les règles de l'art. Ça a été fait de façon brutale et pour moi, ce n'était pas normal. La façon dont ils ont été arrêtés, pour moi, n'était pas normal. La Guinée est un pays de paradoxe. C'est le seul pays où un syndicaliste peut être en colère depuis la maison avec sa femme et qu'il vienne au bureau, qu'il déclenche une grève parce que sa femme l'a énervé. C'est le seul pays au monde où chacun peut faire ce qu'il veut en fonction de ses humeurs. Et vous allez voir des gens y adhérer parce que l'action les arrange. Il n'y a pas de logique dans ce que nous faisons. Donc, cette grève déclenchée par l'USTG, si vous avez constaté hier, n'a pas été trop suivie. L'effet plutôt qui a été ressenti, c'est celui du FNDC qui a déclenché son appel à la résistance et qui a eu un effet un peu partout. Et donc, je ne dirais pas que c'est l'appel de l'USTG qui a fait que des banques ont fermé. Parce que j'ai appelé quelques amis banquiers qui m'ont dit clairement qu'ils ne fermeraient pas. Parce que la façon dont l'appel a été lancé, je ne crois pas que ça a été bien mûri, ça a été bien réfléchi. Parce qu'Abakar Souma, vous le connaissez, et il est l'adjoint de Abdoulaye Sow. Quand ça lui passe par la tête, mais il en va en grève, parce que la grève pour lui, c'est le premier recours et non le dernier. Et donc, si au SLEG, on fait la grève tout le temps, ne soyez pas surpris qu'à l'USTG, que la grève soit désormais l'élément essentiel à partir duquel on veut se faire entendre. Et donc, j'estime qu'il faut que l'USTG d'Abdoulaye Sow, dans ses stratégies, essaie de revoir certaines façons de faire. Mais l'autre chose que je veux rappeler par rapport à la force du syndicat en Guinée,
On lui a posé la question par rapport aux anciens syndicalistes qui, à l'époque, tout de même, avaient un peu de poigne, avaient le courage de ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, le constat que nous faisons, le syndicat en Guinée est divisé. On n'a pas de syndicat véritable dans ce pays. La plupart des centrales syndicales sont divisées. L'USTG a 2 versions, l'une qui est de Mamou, l'autre qui est de Conakry. Celle de Mamou dit être le syndicat légitime et légal et il estime que désormais, si le syndicat de Abdoulaye Sow déclenche un mouvement ou appelle les travailleurs à le suivre, qu'il va porter plainte contre lui. J'estime qu'il est important qu'on nous prenne au sérieux parce que je ne vois pas un syndicat dans ce pays qui a porté une revendication ces dernières années et qui a porté fruit. À part peut-être Abaka Soua dans sa rébellion a réussi à faire fléchir l'État, mais il n'y a aucun syndicat. Il n'y a aucun syndicat qui a réussi à faire reculer l'État dans ce pays. La plupart sont entretenus par l'État. La plupart des leaders syndicaux reçoivent de l'argent de l'État, il faut le dire. Tiens, Antoine, est-ce que tu as les preuves Je sais de quoi je parle, Roby. Bah oui, mais on sait comment ça se passe. Bah, quand on dit les religieux sont blanchis, tu dis non. Sont entretenus par l'État. C'est pourquoi dans ce pays, la plupart de leurs combats ne va pas jusqu'au bout parce qu'on sait que l'État les connaît. Le président sait à qui il a affaire. Donc généralement, il ne les prend pas au sérieux. Parce qu'il n'a pas peur au départ, ils ont l'impression d'être sérieux, ils ont l'impression d'être forts dans ce qu'ils font. Mais à mesure que le combat évolue, vous sentez que il y a un fléchissement, il y a une certaine faiblesse dans le combat. Parce que quelques-uns ont reçu les billets de banque. Hommage à Mansaré qui est décédé récemment. Alors, Jacques Thévaléono, est-ce qu'on peut dire que finalement la faiblesse de ces syndicats est due au fait que le président les tient par la bourse? Bon, de toute façon, on a vu la plupart des syndicalistes, les principaux leaders qui étaient là en janvier, février 2006 jusqu'en 2007. On sait que les gens là tenaient leur force parce qu'ils étaient totalement indépendants de l'État. Et après cette crise, ils ont commencé à accepter des postes de responsabilité dans le gouvernement de transition. On a vu Louis Mbemba Souma occuper le poste de ministre de la fonction publique et l'autre là, Diallo de la CNTG, Amadou Diallo également a occupé le même poste ministériel. Et aujourd'hui, c'est Rabia Toussira qui est parti. Le syndicat est mort. Maintenant, les autres là, on est en train de se chercher. Je ne sais pas à quand ça va vraiment se réveiller. Et le syndicat est mort. On se retrouve dans un instant. Le débat continue sur les grandes gueules. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Restez avec nous, nous continuons ce débat. Nous allons aborder un certain nombre de sujets, dont cette fillette qui a été retrouvée morte dans des circonstances suspectes la semaine dernière. Son corps a été découvert inerte dans la cour de son école, sans aucune violence apparente. Son établissement est pointé du doigt. Nous aurons en ligne le père de la victime qui va nous donner des explications par rapport à cette situation. On aura Pemou Mamadou, qui est le père de la victime. Autre sujet, et puis n'oublions pas, nous sommes le 22 janvier 2020. Cette date rappelle un passé récent mais douloureux de notre histoire. Les événements de janvier-février 2007, comme un seul homme, le peuple de Guinée galvanisé par feu Ibrahima Fofana de l'USDG et Adja Rabia Toussira Diallo de la CNTG, a exigé du régime Conté plus de démocratie et de justice. Un soulèvement populaire qui a été reprimé dans le sang par les sbires du feu général Lansana Conté. 13 ans après, les plaies sont encore fraîches. Des centaines de victimes ont soif de justice. Nous aurons au bout du fil Madame Fatou Baldé, elle est activiste et une des victimes. Mais en attendant, nous allons lire quelques messages. Jacques a 1000 fois raison. Nous sommes à un niveau de crise où la diplolangue frise l'hypocrisie. Cette affaire est citoyenne. Nous n'en faisons pas assez en tant que religieux. C'est Séni Fassinessila, Conseil islamique de Guinée, qui nous a envoyé ce message.
Le problème, c'est surtout le secrétaire chargé aux affaires religieuses qui oriente nos chefs religieux. Un imam a failli être suspendu à Dixine. Le fait de dire que les religieux, qu'ils doivent arrêter de prier et jeûner pour le mensonge. Fofana Continental. Il était temps pour nous que chacun véhicule son message de paix. Ce pays ne brûlera pas. Je condamne l'attaque de la casse par des personnes mal intentionnées. Sinani du RPG. Nous partons sur la plateforme. Les GG, c'est Koulibaly, le démocrate. Je vous informe que depuis mardi soir, un feu mystérieux est en train de ravager les cases dans mon village à Sanama, un des quartiers de la commune urbaine de l'Elouma. Nous continuons toujours. Antoine, n'exagère pas dans la subjectivité, s'il vous plaît. Dit aux autorités d'avoir alors appliquez-vous, sinon c'est très difficile à lire. Bonjour les GG, c'est Bailo Teluel Diallo. La Guinée a atteint un an de gros mots tout en dissuadant la grève de ses enseignants où il faut très bien vous appliquer, sinon après c'est très très compliqué à lire. Nous partons avec cet autre message. C'est une vérité que l'exécutif s'en fout de nos religieux et les religieux, mais nos chefs religieux traînent des casseroles dans leurs jambes. C'est la politique qui va vers les religieux, pas l'inverse. Abou Poutine Banco, c'est immoral de conditionner les libérations des violateurs de la loi par un soi-disant dialogue. Bonjour les GG, on a lu ce message, on part avec cet autre message. Abou Poutine, toujours les mêmes messages qui reviennent. On va partir avec cet autre, voir c'est toujours les mêmes messages, Prince. Alors, on va essayer de lire cet autre. Salut les GG, Ba Moba depuis Wanidara, mais on ne voit plus Mafoudia Bangoura sur le groupe. J'espère, oui, Mafoudia va très bien. Bonjour les GG, dites à Antoine et Mara, le soi-disant journaliste qui n'arrive même pas. Alors, s'il vous plaît, un peu de respect pour les animateurs quand même. Bonjour les GG, qui est le plus intellect en Guinée qu'Alpha Condé. Les Guinéens pensent que le président ne sait pas ce qu'il veut. La meilleure solution n'est-elle pas de laisser dans sa sourdité et faire le sourd? Alors, on ne peut pas terminer ce message parce que le reste est très compliqué à lire. Salut les GG, sachez que notre gouvernement sont forts, c'est la manipulation, ils sont les seuls responsables de cette situation. Alors, on va continuer, hein, Moussa, on a lu quelques messages, on va continuer d'emblée avec nos sujets. Antoine, cette fillette qui a été retrouvée morte dans la cour de son établissement, dans des circonstances finalement très mystérieuses. Pas de son établissement, mais d'une école voisine, c'est une université. Et je crois que c'est Winfrey Oprah, du côté de la cimenterie où le corps a été retrouvé. Et la petite est d'une école privée qui n'est pas très loin de là. Et elle est âgée de 5 ans. Son nom, c'est Mariam Bemou, dont le corps a été retrouvé dans l'école Winfrey Oprah, c'était le 8 janvier dernier. Et, officiellement, on a voulu faire comprendre aux gens que la petite avait chuté du 4e étage pour se retrouver au sol. Sauf qu'elle n'est pas blessée. Il n'y a aucune commotion, il n'y a aucune fracture, il n'y a officiellement, pas de sang. On a voulu faire croire que la petite était tombée du 4e étage. Sauf qu'après autopsie, on se rend compte qu'il y a tout eu sauf chute à partir du 4e étage. Nous, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de traces de blessure sur la petite. Et selon le médecin légiste, il s'agirait bien d'un empoisonnement. Alors, les parents de la victime sont surpris de savoir cela parce que leur enfant n'avait que 5 ans, faisait la première année. Comment comprendre que la petite qui sort de la maison pour aller à la revision, selon ce qu'on nous a dit, ne revienne plus à la maison et que c'est le père qui vient retrouver le corps de son enfant dans la soirée après qu'on l'ait appelé. On a pu, après des échanges téléphoniques, avoir des informations autour du sujet. Je crois le père de la victime. Oui, on a monsieur Pémou, monsieur Pémou Mamadou qui est en ligne, c'est le père de la fille. Pémou, bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, toute l'opinion publique s'est indignée suite à la mort dans des conditions encore non élucidées de votre fille. Expliquez-nous comment tout cela s'est passé, comment votre fille s'est retrouvée dans cet établissement. Elle était partie, le matin, elle est partie à l'école, à son retour vers les 13h, 14h, et le soir, elle est repartie pour la révision. Donc, une fois que quand il était parti maintenant à la révision, maintenant, moi j'étais chez Madina et on m'appelle maintenant au téléphone que ma fille
a fait un accident. On ne m'a pas dit directement que l'accident qu'elle a fait, c'était fait comment. C'est mon arrivée maintenant, on m'a dit qu'elle a fait une chute qu'elle a chuté de 4e étage à terre. Je viens maintenant, c'est le corps de ma fille que je trouve comme ça là, allongé, et puis couverte de pain. Et je suis venu, on me dit qu'elle a chuté de 4e étage. J'ai regardé, mais pas de sang, pas de traces, aucune blessure. Qu'est-ce que les responsables de l'établissement ont dit et est-ce que vous vous êtes approché d'un médecin légiste? Est-ce qu'il y a eu un peu de contrôle pour savoir réellement si la chute était avérée ou pas? Oui, je suis même venu voir un médecin légiste qui était même en place, qui avait commencé d'ailleurs, et les résultats même ont sorti. Le médecin légiste dit que non, que ça n'a rien à voir avec la chute. Alors, oui, mais c'est une homicide. Un homicide. Mais finalement, est-ce que la fille, d'abord, elle était bien dans la cour de l'école qu'elle fréquentait? C'était bien son école d'origine? Bon, l'école, non. L'école, le corps quand même a été retrouvé dans une université. Qui n'est pas son école, qui n'est pas son école à elle, qui est à côté de son école. À côté de son école, parce que l'école dont elle fréquente, c'est Ousmane Camara. Et l'université dont on a retrouvé son corps. Elle a l'habitude d'y aller? Elle a l'habitude d'aller à cette école-là pour des révisions? Non. L'université, là, non. C'est l'autre, Ousmane Camara, elle a l'habitude de partir là-bas. C'est son école même. Elle a commencé maternelle là-bas, maternelle et puis grande section, ensuite première année. C'est son 3e année maintenant qu'elle a eu maintenant. Qu'elle est décédée maintenant. D'accord. Antoine. Et aujourd'hui, où se situe le dossier? Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Qui est-ce que vous soupçonnez? Est-ce qu'il y a des personnes qui, selon vous, sont à l'origine de cette... Est-ce qu'il y a un début d'explication? Voilà. Seulement, ils ont arrêté certaines personnes, mais jusqu'à présent, on n'a pas dit maintenant qui est le coupable. Sinon, le maître qui lui avait révisé ces jours-là, jusqu'à ce qu'il a trouvé la mort, donc lui, il est arrêté. Et le gardien aussi. Alors, on m'a parlé qu'il y a plus de 12 personnes qui ont été arrêtées. Maintenant, moi-même, j'ai été à Dubreka, encore même avant-hier, j'étais avec le procureur Konaté, Abou Konaté. Donc, lui me disait qu'il avait même appris que Mariam Mati avait pris de l'ISAP avant qu'il ne trouve la mort. Bon. Et moi maintenant, jusqu'à présent, je ne sais pas, je ne connais pas d'abord, c'est l'empoisonnement, mais problème de chute là quand même, ça c'est une chose de ça, ils ont enlevé ça, ça n'est plus ça, d'après le médecin légiste. On va essayer de joindre juste après vous le médecin. Il y a quand même, monsieur, une enquête en cours de la part de l'OPJ, de la DPJ ou je sais pas, de la gendarmerie. Est-ce que des personnes ont été arrêtées? Est-ce qu'il y a eu quelques interrogatoires? Oui, il y a eu certaines. Ceux qui étaient là, ils ont interpellé des gens à Dubreka. Donc, c'est ça à Dubreka, à la maison centrale de Dubreka. Monsieur Bemou, il n'y a eu aucun témoignage des amis de votre fille, des gens, des enfants dans la cour de l'école qui auraient vu quelque chose? Non? Non, seulement que c'est que le procureur me dit qu'il avait interrogé le maître qu'il avait révisé ce jour-là, que ce dernier avait dit que c'est lui-même qui avait accompagné ma fille pour la faire traverser et venir à la maison. Et quand ils sont venus, ils ont envoyé des gens à l'école. Les amis de ma fille dont ils parlaient, ils ont demandé ceci, mais celle-ci-là disent que non, que ma fille n'était pas parmi eux. C'est que le maître du jour-là, c'est qu'il a dit que madame était avec
que non, que c'est pas vrai. Merci. Lui-même, il est là-bas. On est obligé de vous laisser, monsieur Bémou Mamadi, le père de la fille qui a été retrouvée morte dans la cour d'une université. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, monsieur Bémou. Merci. Et moi-même, vraiment, je vous remercie d'avoir m'appelé pour l'intervention. Et vous allez encore m'aider vraiment à continuer pour qu'on puisse retrouver le coupable. Parce que je ne sais pas pourquoi ils ont tué ma fille et je ne sais même pas, il n'y a même pas de coupable pour le moment. Merci beaucoup, monsieur Bémou. Alors, on va essayer, Antoine, de décortiquer les propos de monsieur Bémou, le père de la fillette qui a été retrouvée morte dans la cour d'une université de la place, du côté de Sonfonia, dans des circonstances qui restent encore à élucider. Jusqu'ici, on ne sait pas ce qu'il a réellement tué. Je crois le professeur Hassan Ba va vous on va essayer de dire joindre plus le par rapport Ba. à l'autopsie. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les morts mystérieuses dans ce pays deviennent récurrents. Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent bizarrement, et parfois c'est vrai qu'on met cela en regardant les photos de la fille, on se rend bien compte que, en tout cas, si ce sont des photos d'origine, et si le corps n'a pas été manipulé avant la prise de cette photo-là, si c'est comme ça qu'on l'a trouvé intact, je veux dire que ça ressemble quand même à un corps déposé. C'est cela. C'est pourquoi j'attends de savoir ce que vont dire les médecins. Elle est très bien couchée. Oui. J'espère qu'il y a des enquêtes en cours. Il y a des détails à chercher. Parce que si la fille n'étudiait pas dans cette école, et si elle n'a pas l'habitude d'y aller, même pour des révisions, il va falloir qu'on sache comment elle est partie. Elle est partie derrière qui? Bon, ça très rapidement, on a le professeur Hassan en ligne. Professeur Hassan Ba, bonjour. Les grandes gueules. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Vous êtes un médecin légiste rompu à la tâche. Vous faites parler les cadavres. Vous êtes occupé du cas de cette fillette. Dites-nous qu'est-ce que vous avez constaté. Est-ce qu'on peut savoir ce qui est arrivé à cette fillette? Bien, merci beaucoup, monsieur Moïse. En fait, nous avons été requis par la police judiciaire avec la mission de nous rendre sur les lieux de découverte de cette jeune fille et procéder à la levée de corps. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés sur les lieux. On a retrouvé une fille au bas de l'immeuble et on nous a dit que cette fille serait morte par défenestration. Donc, autrement dit qu'elle a chuté de cet immeuble-là. Alors, nous avons procédé dans un premier temps à un examen sur place et nous avons déplacé le corps. Nous sommes venus à la mort de l'hôpital Ignastine. Et après tout examen et autopsie, nous avons noté qu'il n'y avait aucune lésion en rapport avec une défenestration. Donc, autrement dit, il n'y avait pas de lésion liée à une quelconque chute de l'immeuble. Donc, c'était un enfant qui en fait, c'était un homicide. On est parti sur la base de homicide. Donc, à l'autopsie, on a retrouvé quelques lésions à l'interne, donc des microcoagulations, mais en réalité, il n'y avait pas du tout de traces de violence extérieure visible sur le corps et il n'y avait pas de lésions en rapport avec la chute. Donc, pour le moment, nous avons fait des prélèvements. On est en train d'aviser toxicologique pour voir éventuellement s'il n'y avait pas une notion d'empoisonnement ou quoi que ce soit. Mais chose importante à signaler, c'est que le corps ce n'est pas un corps qui a été déplacé. Donc, ce n'est pas une enfant qui a été tuée ailleurs dont on a déplacé le corps. Voilà, là on l'a retrouvé et donc il a été tué à cet endroit-là. Est-ce que la mort, professeur Hassan, dans un langage plus clair, est-ce que la mort de cette fillette est l'œuvre d'une main extérieure ou il s'agit d'une mort naturelle? Ben justement, c'est ça, le problème, c'est que je vous ai dit, nous avons retrouvé qu'il y avait des micro-coagulations, c'est-à-dire qu'à l'interne, le sang s'est coagulé. Mais on n'a pas trouvé de lésions extérieures qui pouvaient justifier cela. Donc c'est pour cette raison, dans de pareilles circonstances, il faut vraiment faire des examens à visée toxicologique pour voir effectivement qu'est-ce qu'elle a mangé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a pris, etc. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ce n'est pas une défenestration. Donc ce n'est pas un enfant qui a chuté de l'immeuble. Voilà.
Pour le moment, c'est ce qu'on peut dire. Ouais. Merci, professeur Hassan Ba. On rappelle que vous êtes médecin légiste. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a écouté le professeur Hassan, Antoine, il est formel là-dessus. Mara prendra la parole. Il est formel là-dessus. La petite n'a pas chuté. Elle n'est pas morte par chute. Et l'endroit où on a trouvé, c'est-à-dire dans la cour de cette université, c'est là qu'elle aurait trouvé la mort. Les conditions restent à déterminer. Il nous apprend qu'il y a un dernier examen qui doit se faire pour comprendre si c'est un empoisonnement ou pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est tout de même mystérieux la façon dont les choses sont passées. Et surtout qu'on mette là sous le compte d'une chute. Moi, j'ai envie de savoir qui a été le premier à dire que ça a été une chute. Et la personne qui l'a chuté. Justement, si quelqu'un a dit que ça a été une chute, il faudrait qu'on mette la personne aux arrêts. Et les personnes qui ont été arrêtées, on nous apprend que c'est le gardien de l'université, plus l'enseignant de l'école Ousmane Camara, Abaka Camara, qui a été mis aux arrêts. J'espère que les enquêtes nous permettront de savoir ce qui est vraiment arrivé. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'événements comme ça qui se produisent dans ce pays. Et très souvent, on met cela sous le compte de faits occultes et tout cela. J'espère que ce n'est pas le cas. Et pour ce cas-ci, j'espère que la justice fera son travail afin qu'on nous dise ce qui s'est réellement passé et qui est à l'œuvre de l'assassinat de cette petite, si c'est le cas. Mara. Moi déjà, je vais commencer par présenter les condoléances à la famille et attirer l'attention des écoles et des parents. Il faut que les parents et les écoles trouvent un moyen de sécuriser les déplacements des enfants. Ça, c'est un sujet très important. Il faut qu'ils trouvent un moyen de... Conakry, tu vois les enfants traverser seuls les routes ou les rues pour aller à l'école. Son enseignant dit l'avoir fait traverser pour aller à la maison. Mais, soudainement, elle se retrouve dans la cour d'une université dont elle ne relève pas. Et elle est morte dans une condition que personne ne peut expliquer. Et même le légiste demande un examen supplémentaire. Et il faut que les écoles et les parents d'élèves trouvent une alternative pour que, quand l'enfant quitte l'école, qu'on soit sûr qu'elle est à la maison, ou quand l'enfant quitte la maison, qu'on soit sûr que l'enfant est arrivé à l'école. Et un autre cas, qui n'est pas le cas de Mariam. Ce matin, ce qui est la cause surtout de mon léger retard à la radio, j'ai été témoin d'un accident à Sangoya, 3e porte. La petite partait à l'école, elle s'appelle Aminata. Elle partait à l'école, elle traversait, il y a un motard qui lui est rentré dedans. Et le Guinéen, comme à son habitude, au lieu de secourir la petite, ils sont mis à demander qu'est-ce qui s'est passé. On fait des photos. Le smartphone, les dangers du smartphone. Vidéos. Il a fallu que je descende de mon taxi, transporter la petite jusqu'à l'hôpital du PA. Et ce deuxième point, il faut dire aux Guinéens, quand il y a un accident, ne cherchez pas à savoir ce qui s'est passé. Vous ne relevez pas de la police. S'il y a des médecins, faites venir des médecins. S'il n'y a pas de médecins sur le coup, appelez les pompiers. Jacques, le cas de cette fille. Le cas de cette petite fille, parce que ces écoles, moi je connais bien l'endroit. L'école primaire Ousmane Camara est juste devant et vous avez Wilfried qui est juste derrière. Et je me demande même si c'est encore une université parce que... Mais comment on peut donc expliquer que l'enseignant accompagne la petite si les deux écoles Non, mais je crois qu'il dit l'avoir accompagnée jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison. Donc, traverser la route, ça veut donc, ça suppose donc que la fille est de l'autre côté de la route. Maintenant, si elle est partie de l'autre côté et puis elle est revenue, il faut bien dire que c'est quelqu'un qui l'y a amené. Donc, il faut chercher à le comprendre et à se retrouver jusqu'au 4e étage ou si ce n'est pas le cas, si c'est dans la cour, elle a trouvé la mort. Je crois que la justice doit faire son travail pour non seulement aider les parents à connaître ce qui s'est passé, mais pour protéger les autres qui sont encore à ce niveau-là. On va continuer le débat, Moussa, avec cet autre sujet. On se souvient que nous sommes le 22 janvier 2020. Cette date rappelle un passé récent mais douloureux de notre histoire, les événements de janvier-février 2007. Comme un seul homme, le peuple de Guinée, galvanisé par le feu Ibrahima Fofana de l'USTG et Adja Rabiatou Serra Diallo de la CNTG, a exigé du régime Conté plus de démocratie et de justice. Un soulèvement populaire qui a été réprimé dans le sang par les sbires du feu général Lansana Conté. 13 ans après, les plaies sont encore fraîches. Des centaines de victimes ont soif de justice. Seront au bout du fil Madame Fatou Baldé, on se rappelle qu'elle est activiste et une des victimes de l'époque, Moussa.
Je pense que dans ce pays, tellement que nous sommes habitués aux crises, aux soulèvements et bien entendu au cas de mort. Donc les mémoires sont surchargées. Les mémoires sont surchargées. Donc le sang vient remplacer notre sang, et ainsi de suite. Donc les crises s'amoncellent, les tueries s'amoncellent au fur et à mesure. On oublie les précédentes et on passe à autre chose. Pourtant, en 2007, je pense que tout ce que nous vivons aujourd'hui, le déclic, ça a été 2007. Les événements de janvier-février ont été des événements déterminants pour l'avenir de notre pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez d'appels à sortir, à prendre la rue. C'était vraiment un mouvement spontané. C'est vrai, les syndicalistes tenaient le bon bout, feu Ibrahima Fofana et Adjara Toussera Diallo de la CNTG. Mais on sait dans quelles conditions le peuple est sorti pour demander au régime Conté plus de justice, plus de démocratie, parce que tout allait un peu à la dérive. Ces décrets, ces contre-décrets, et puis ces hauts commis de l'État qui voulaient un peu se substituer à la justice. Eh bien, ce soulèvement populaire a été reprimé dans le sang. Les images existent encore. La répression qui s'est déroulée du côté du pont 8 novembre, là où des soldats n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur des civils non armés, des civils qui n'avaient que des pancartes, qui n'avaient que des slogans. Rien que cela. Mais on voit que sans aucun état d'âme, on a ouvert le feu sur eux et les victimes se comptaient par centaines. Mais on a oublié tout cela. Fatou Baldé, que nous allons appeler, elle était à l'époque, elle était très très active. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas maintenant, mais elle a pu quand même constater, avoir des archives, elle a pu prendre des archives, elle a pu prendre des photos, elle a pu accompagner des victimes, des blessés à l'hôpital. Nous ne savons même pas combien de morts il y a eu parce que ce massacre a été réduit à une portion tellement congrue qu'on oublie même qu'en 2007, il y a eu des morts. On ne sait même pas combien de morts il y a eu. Le crime n'a pas été qualifié. Le crime n'a pas été du tout qualifié. Et on ne s'est même pas rendu compte que c'est l'État qui agit et que par souci de redevance, comme on l'appelle, par souci de justice, on doit demander à l'État, puisque c'est une continuité, de se pencher sur le cas de ceux qui sont morts dans des conditions troubles en 2007. Mais on est passé à autre chose. On parle beaucoup plus du massacre de 2009. Je ne dis pas que c'est pas important, mais on ne peut pas oublier également les événements de 2007 parce que le déclic est parti de là. C'est parce qu'on a oublié 2007 qu'il y a eu 2009. Et c'est bien parce que 2009, on tarde à rendre justice aux personnes massacrées au stade que nous avons encore ces tueries qui se perpétuent. Parce qu'on se dit quoi? Ben, quand les corps s'amoncellent, on en oublie d'autres et puis on passe à autre chose. On est au bout du fil, Madame Fatou Baldé. Je rappelle qu'elle est activiste de la société civile, Jacques. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.